Goedemorgen, welkom op dit nieuwe persmoment waarin we jullie informatie geven over de huidige stand van zaken van de pandemie en ook meer informatie geven over de maatregelen die vrijdag zijn genomen door het overlegcomité. Maar ik geef eerst het woord aan Steven van Gucht, die meer informatie geeft over de huidige stand van zaken. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen deze week met een update van de nieuwe cijfers, de huidige toestand van de epidemie. Voorlopig blijven de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de overlijdens verder toenemen. De besmettingen verdubbelen om de 8 dagen en de ziekenhuisopnames verdubbelen iets sneller om de 7 dagen. Op dinsdag 13 oktober waren er 12.051 vastgestelde besmettingen. Dit is het hoogste aantal besmettingen dat werd vastgesteld op 1 dag sinds het begin van de pandemie. Ook op woensdag 14 oktober hebben we de kaap van de 10.000 besmettingen overschreden, met 10.932 bevestigde gevallen op 1 dag. Het weekgemiddelde van de voorbije week komt daarmee op 7.876 besmettingen te staan. En dat is een verdere toename van 79% in vergelijking met de week ervoor. Deze toename ligt iets lager dan deze van enkele dagen geleden, maar we moeten dit zeer voorzichtig interpreteren. Mogelijk is er door de grote vraag aan testen een vertraging opgetreden in het binnenkomen van de resultaten, waardoor we vandaag nog geen volledig zicht hebben op de werkelijke toenames van de voorbije dagen. 1 op de 5 besmettingen doet zich voor bij 20 tot 30-jarigen. Dit is nog altijd de leeftijdsgroep met het hoogste aantal nieuwe besmettingen. Maar door de stijging bij de oudere leeftijdsgroepen steekt deze groep er nu minder bovenuit in vergelijking met enkele weken terug. Zo zien we nu dat de helft van de nieuwe besmettingen plaatsvindt bij de 30 tot 60-jarigen. En we blijven daarnaast ook nog verdere stijgingen zien bij de 70-plussers. Met nog steeds ruim een verdubbeling van de besmettingen per week. De toenames blijven zich voordoen over het hele grondgebied. Het aantal besmettingen per inwoner is duidelijk hoger in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen. Maar de snelste toename zien we weliswaar momenteel in West-Vlaanderen, waar de cijfers nu verdubbelen om de 6 dagen. Hierna volgen Limburg, Luik en Henegouwen, waar de cijfers om de 7 dagen verdubbelen. Het hoogste aantal nieuw vastgestelde gevallen zien we in de provincie Luik. Dit is momenteel de grootste hotspot in België geworden. De afgelopen week werden hier gemiddeld 1424 besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een toename van 93%. In Henegouwen werden er in dezelfde periode gemiddeld 1327 nieuwe besmettingen vastgesteld per dag. En dat is een stijging van 107%. Hierna komen Brussel en Antwerpen met respectievelijk 1174 en 802 nieuwe vastgestelde besmettingen per dag. De toenames in Antwerpen lijken voornamelijk gedreven door Antwerpen-Stad en Mechelen. De ziekenhuiscijfers verdubbelen ondertussen elke week. Op zaterdag 17 oktober werden er 351 nieuwe patiënten met COVID opgenomen in onze ziekenhuizen. En dat is ruim de helft van het aantal opnames tijdens de piek van de eerste golf. Dat waren toen 629 opnames op 28 maart. Over de hele week bekeken waren er gemiddeld 252 nieuwe opnames per dag. Als we deze cijfers nu opsplitsen per gewest, dan zien we dat de situatie bijzonder precair is in Wallonië. Op zaterdag 17 oktober waren er in Wallonië evenveel ziekenhuisopnames als tijdens de piek van de eerste golf. De opnames stijgen er momenteel ook sneller dan tijdens de eerste golf, waardoor de druk op de Waalse ziekenhuizen de komende dagen nog verder zal toenemen.
In Brussel liggen de dagelijkse ziekenhuisopnames op de helft van de piek van de eerste golf, met aanhoudende verdubbelingen om de 2 weken. In Vlaanderen zitten we nu aan 1/3 van de piek van de eerste golf, maar zien we wel een versnelling van de opnames, van het aantal opnames, met een verdubbeling om de 7 dagen. Er liggen nu in totaal 2485 patiënten met COVID in het ziekenhuis, waarvan 412 op intensieve zorgen. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden verdubbelt om de 8 à 9 dagen. Daardoor kunnen we verwachten dat we deze week reeds de kaap van de 500 patiënten op intensieve zorgen zullen overschrijden. Aan het huidige tempo zullen we verder stijgen tot 1000 patiënten op intensieve zorgen tegen het einde van deze maand. Als het tempo dan verder aanhoudt en indien we geen bijkomende maatregelen hadden genomen, was het te verwachten dat we ergens midden november aan 2000 patiënten op intensieve zorgen zouden zitten. En dat is de maximumcapaciteit. De genomen maatregelen waren dus heel belangrijk en dienen om de trend te keren in de komende 2 tot 3 weken. We mogen ook niet vergeten dat het niet alleen de maatregelen van de overheid zijn die ons gaan helpen, maar dat de belangrijkste sleutel nog altijd in onze eigen handen ligt. Denk er voortdurend aan dat elk dicht contact dat we vermijden, elke vriend of collega van wie we afstand houden, op termijn een drastisch verschil kan maken in het aantal besmettingen en ook het verschil gaat maken voor onze ziekenhuizen. In lijn met het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven ook de overlijdens verder toenemen. Op woensdag 14 oktober vielen er 42 COVID-overlijdens te betreuren. En op verschillende andere dagen de afgelopen week waren er meer dan 30 overlijdens per dag. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 30 COVID-overlijdens te betreuren per dag. En dat is een toename van 89% in vergelijking met de week ervoor. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, une autre phase de la lutte contre la pandémie et sa deuxième vague commence ce jour. Nous allons commencer cette conférence par les chiffres, comme d'habitude, et ceux-ci continuent à montrer une augmentation tant des infections que des hospitalisations et que des décès. En résumé, les infections doublent actuellement tous les 8 jours et les hospitalisations tous les 7 jours. Si nous revenons aux infections, le mardi 13 octobre, nous avons atteint 12 051 infections démontrées, ce qui est le chiffre le plus important que nous n'ayons jamais atteint. Le mercredi 14 octobre, nous avons dépassé les 10 000 infections, en l'occurrence 10 932. Ceci nous amène à une moyenne, par rapport aux 7 derniers jours, de 7 876 infections par jour, soit une augmentation de 79% par rapport à la semaine qui a précédé. Cette augmentation pourra vous paraître légèrement inférieure, effectivement, à celle qu'on avait jusqu'il y a peu, mais il faut interpréter ces chiffres avec prudence. Vous savez tous qu'il y a pour l'instant une espèce d'embouteillage au niveau de la réalisation des tests et de l'obtention des résultats, et donc il peut y avoir un retard au niveau des résultats tels qu'ils nous sont transmis. Dans ce contexte, il est possible que nous n'ayons pas encore une vue d'ensemble suffisante sur les derniers chiffres pour que réellement on puisse parler de quelque chose au niveau du nombre de nouveaux cas. Actuellement, sur le tableau qui vous est projeté, vous allez voir qu'une infection sur 5 survient toujours dans la tranche des 20 à 30 ans. C'est toujours bien sûr le groupe d'âge le plus atteint, mais ça apparaît un petit peu moins bien parce que comme vous le voyez dans le large plateau qui suit, il y a effectivement une dérive du taux d'infection vers les gens qui sont compris dans les tranches entre 30 et 60 ans, et c'est ce large plateau que je vous décris sur la diapositive. On a augmentation aussi chez les gens plus âgés, entre autres chez les personnes de plus de 70 ans, et même si le nombre dans l'absolu reste faible, vous voyez sur la diapositive, il a encore doublé
par rapport à la semaine précédente. Ces chiffres sont valables pour tout le territoire, mais il est clair que le nombre d'infections par habitant est actuellement toujours le plus élevé à Bruxelles et en Wallonie si on compare avec la Flandre. Cependant, l'augmentation la plus rapide, et vous le voyez dans la couleur sombre, est actuellement observée en Flandre occidentale, où les chiffres doublent désormais tous les 6 jours. La Flandre occidentale est suivie par le Limbourg, vous voyez 100%, Liège et le Hainaut, où les chiffres doublent tous les 7 jours. Le point le plus chaud actuellement sur le territoire en nombre de nouveaux cas est très clairement la province de Liège, où dans l'absolu, on détectait en moyenne 1424 nouveaux cas par jour durant les 7 derniers jours, ce qui est une augmentation de 93% par rapport à la semaine précédente. Très proche de la province de Liège, la province du Hainaut, avec 1327 nouveaux cas, soit une augmentation de 107%. Après ces deux provinces viennent Bruxelles et Anvers. Bruxelles avec 1174 nouveaux cas et Anvers avec 802 nouveaux cas, essentiellement pour Anvers, centré sur la ville d'Anvers et la deuxième plus grande ville de la province, la ville de Malines. Si on s'intéresse maintenant aux hôpitaux et aux admissions à l'hôpital, globalement par rapport au pays, les chiffres dans les hôpitaux doublent, on vous l'a dit, chaque semaine. Ce samedi, 17 octobre, nous avons eu 351 nouvelles admissions liées au Covid. Ceci correspond à la moitié, un peu plus d'ailleurs, de la moitié, du nombre d'admissions lors du pic de la première vague. Pour vous rappeler ceci, c'était le 28 mars où il y avait eu 629 admissions. Sur toute la semaine, la moyenne se monte à 252 nouvelles admissions par jour, ce qui est un doublement par rapport à la semaine précédente. Alors si on décompose ces chiffres par région, on se rend compte, et vous l'avez entendu dans les médias durant ce week-end, que la situation est particulièrement précaire en Wallonie, puisque ce même samedi 17 octobre, où au niveau national, on a eu la moitié des admissions par rapport au pic, la Wallonie a, elle, atteint le même chiffre, autant d'hospitalisations que lors du pic de la première vague. Les admissions y augmentent aussi plus rapidement, la courbe est plus verticale que lors de la première vague, et cet ensemble de données nous montre que la tension qui existe dans les hôpitaux en Wallonie va continuer à être importante dans les jours qui viennent. À Bruxelles, les admissions journalières à l'hôpital sont à la moitié de leur pic de la première vague, avec un doublement tous les 14 jours. Si en Flandre actuellement, on en est, si je peux me permettre l'expression, qu'au tiers des chiffres du pic de la première vague, on assiste à une accélération inquiétante, les chiffres doublant malgré tout tous les 7 jours. Donc un certain retard de la Flandre par rapport à Bruxelles et à la Wallonie, mais malgré tout des chiffres qui sont inquiétants par leur augmentation. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2500 patients atteints de Covid hospitalisés, en l'occurrence 2485, dont 412 le sont en soins intensifs et la moitié d'entre eux, à peu près, est ventilée. Le nombre de lits d'hôpitaux utilisés double donc tous les 8 à 9 jours. Il est impossible avec ceci de ne pas tenir compte de la donnée que la barre des 500 patients en soins intensifs seront atteints cette semaine et que quel que soit l'impact des mesures, plus ou moins réelles, impact rapide, on aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures et en espérant effectivement leur impact rapide dans les 10 à 15 jours, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2000 patients à la mi-novembre, parce que si on l'atteignait, on serait là au niveau maximal du lit de soins intensifs qui sont prévus pour les patients Covid. Ceci souligne donc toute l'importance de ce qu'on espère des mesures qui ont été prises maintenant et qui seront d'application à partir d'aujourd'hui pour inverser la tendance dans les 2 à 3 prochaines semaines. Cette inversion de tendance ne vient, vous le savez, pas d'une décision au niveau du politique, mais d'une application au niveau de la population.
Et donc il faut rappeler une fois de plus, car clairement le besoin est là de le rappeler, que tout contact épargné, il faut le prendre dans ce sens-ci, par rapport à un collègue, par rapport à un ami, par rapport à d'autres connaissances, est une diminution du risque de transmission, et qu'une diminution du risque de transmission peut faire la différence par rapport bien sûr aux infections, mais surtout par rapport au fait que la structure de santé et les hôpitaux, dans l'hospitalisation et les soins intensifs, puissent tenir le coup ou ne puissent pas tenir le coup. Parallèlement à ces notions d'infection et d'hospitalisation, nous avons malheureusement à déplorer un nombre de décès qui continue à augmenter. Le mercredi 14 octobre, il y a eu 42 décès imputés au Covid. Et en moyenne, il y a eu 30 décès par Covid par jour la semaine précédente, ce qui est une augmentation de 89% par rapport aux chiffres de la semaine qui précède. Merci pour votre attention. Goed, goedemorgen. Het overlegcomité heeft vrijdag zeer ingrijpende, maar vooral noodzakelijke beslissingen genomen. Noodzakelijk omdat de druk op de zorgsector, en dat blijkt jammer genoeg uit de cijfers, dag over dag toeneemt. We moeten er dus samen voor zorgen dat iedereen die het nodig heeft de komende weken, maanden de zorg kan krijgen die zij nodig heeft. En het gaat hier niet enkel over COVID-patiënten. Maar ook om kindjes die ongelukkig vallen op school, volwassenen die verzorging nodig hebben na een arbeidsongeval, of iemand die na een plots hartfalen dringende hulp nodig heeft. We wensen dit niemand toe, maar dit is jammer genoeg wel dagelijkse realiteit. En dan is het goed, noodzakelijk, dat er voldoende zorgend personeel is. Dit kunnen we enkel garanderen door nu drastische maatregelen te nemen. Maatregelen die we met z'n allen solidair en collectief naleven. De beslissingen van het overlegcomité zijn dit weekend omgezet in een ministerieel besluit dat gisteren nog werd gepubliceerd in het Staatsblad. Deze maatregelen zijn dus vanaf vandaag van kracht. Het Nationaal Crisiscentrum heeft dit weekend veel berichten ontvangen van mensen die vragen hebben over de juiste interpretatie en de juiste toepassing van deze nieuwe maatregelen. Dat is heel normaal. We hebben zoveel mogelijk trachten te antwoorden op deze vragen. Maar voor veel vragen was het wachten op de publicatie van het ministerieel besluit. Dit is immers de wettelijke basis voor deze maatregelen. Nu dit besluit is gepubliceerd, zullen we gedetailleerd kunnen antwoorden op zeer specifieke vragen. Hiervoor zal ook de rubriek Veelgestelde vragen op de website info-coronavirus.be worden geactualiseerd. De maatregelen zullen ook vertaald worden in meer dan 20 talen. En de tekst van het ministerieel besluit staat al op de website van het crisiscentrum. Een aantal punten uit dit ministerieel besluit willen we graag toch al verduidelijken. 1. Wat betreft de restaurants en cafés, die zijn gesloten. Afhaalmaaltijden tot 22 uur zijn wel mogelijk. Indien mogelijk zou ik zelfs iedereen oproepen om toch van deze gelegenheid gebruik te maken om zo de getroffen sector te ondersteunen. Er is wel een uitzondering voorzien voor feestzalen. Die zijn ook gesloten. De uitzondering hieromtrent is dat rouwmaaltijden wel kunnen georganiseerd worden. Dus een rouwmaaltijd na een begrafenis of een crematie in een feestzaal kan onder strikte voorwaarden. Hotels mogen open blijven. Restaurants in hotels mogen ook open blijven, maar dit uitsluitend voor de gasten die verblijven in het hotel. Alcohol mag niet verkocht worden na 20 uur. Dit geldt dus ook voor winkels die open zijn tot 21 uur. Dus alcoholische dranken worden verkocht tot 20 uur. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten we onze nauwe contacten beperken tot 1 persoon. Deze persoon behoort uiteraard niet tot de mensen waarmee je samenleeft. Dit nauwe contact is een individuele keuze. Iedereen in het gezin kan dus een nauw contact hebben. Het is wel belangrijk om te onderlijnen dat het gaat om een wederzijdse verbintenis. Met andere woorden, ik kies voor jou en jij kiest voor mij. Hoe dan ook, gebruik je gezond verstand. En wees niet creatief met het interpreteren en het toepassen van deze maatregelen. Deze maatregelen zijn er niet om u te pesten, maar wel om de gezondheid van ons allemaal te kunnen garanderen. De Ronde van Vlaanderen is gisteren in alle veiligheid verlopen.
Heel veel mensen hebben vanuit hun zetel de koers in alle veiligheid kunnen volgen. Er is dus massaal gevolg gegeven aan de oproep om niet af te zakken naar het parcours. Waarvoor onze dank. Dit toont aan dat iedereen de ernst van de situatie inziet en ook zijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Dit stemt ons hoopvol. Met de verstrengde maatregelen en de juiste ingesteldheid krijgen we die curve samen terug naar beneden. Het moet, het kan. Samen kunnen we dit. We hebben dit bewezen in maart en we gaan dit nu opnieuw doen. Dank u wel en prettige werkweek. Le comité de concertation a pris vendredi des décisions d'ampleur mais nécessaires car la pression sur notre secteur de soins de santé, que ce soit au niveau des généralistes ou dans les hôpitaux, augmente de jour en jour. Ensemble, nous devons faire en sorte que toutes les personnes qui en ont besoin puissent recevoir les soins adéquats dans les semaines à venir. Et cela ne concerne pas seulement les patients atteints de Covid. Une saturation des services hospitaliers aura aussi un impact pour des enfants qui se cassent la figure dans la cour de l'école, des adultes qui ont besoin de soins après un accident de la circulation ou quelqu'un qui souffre soudainement d'une insuffisance cardiaque. Nous ne pouvons nous permettre de diminuer nos capacités de soins. Nous ne pouvons le garantir qu'en prenant des mesures drastiques dès maintenant. Des mesures qui, pour qu'elles aient un impact, nécessitent que nous les respections collectivement et solidairement. Les décisions du comité de concertation ont été traduites en un texte réglementaire qui a été publié hier soir au Moniteur. Les mesures sont donc bien en vigueur à partir d'aujourd'hui, et ce pour 1 mois. Nous avons ce week-end reçu de nombreuses questions de citoyens se demandant comment s'appliquait exactement l'une ou l'autre des mesures qui avaient été annoncées. Nous avons essayé de répondre le plus possible à ces questions, mais pour beaucoup d'entre elles, nous devions attendre la publication de l'arrêté ministériel, ce qui est chose faite, parce que dans cet arrêté, d'abord, il y a la base juridique qui permet de légaliser ces décisions, mais aussi parce qu'elles reprennent des détails sur ces décisions. Maintenant que cet arrêté a été publié, nous allons pouvoir répondre plus avant à ces questions spécifiques. À cette fin, la page des facs sur le site web info-coronavirus.be sera mise à jour dans la journée, nous espérons. Les nouvelles mesures seront également traduites dans plus de 20 langues et seront disponibles sur le site web. Et vous pouvez retrouver d'ores et déjà le texte de l'arrêté sur le site du centre de crise ou sur le site du Moniteur. Voici certains points que nous pouvons clarifier avec vous ce matin. Afin de lutter contre le virus, nous devons limiter nos contacts étroits à une seule personne. Cette personne ne fait pas partie des personnes avec lesquelles vous vivez. Et ce seul contact étroit est un choix individuel. Donc chaque membre du ménage a droit à ce contact et ce contact est individuel. On rappelle également que ce choix est un choix mutuel, c'est-à-dire que si vous choisissez une personne avec laquelle vous allez avoir des contacts étroits, cette personne vous choisit vous en retour et ne choisit pas quelqu'un d'autre. L'idée est vraiment de limiter les contacts étroits à des couples de personnes et non à partir dans une espèce de chaîne sans fin. On peut avoir d'autres contacts que ce contact étroit. On peut par exemple accueillir 4 personnes à la maison, mais avec ces 4 personnes, on veillera à garder les distances d'1,50 m que nous connaissons. Une autre mesure qui a été annoncée pour les 4 semaines à venir, c'est les restaurants et les cafés qui ne peuvent plus accueillir de clients dans leur établissement. Cela s'applique également aux salles des fêtes et de réception, avec une exception toutefois pour les réceptions qui suivent des funérailles. Comme en mars dernier, les restaurants sont bien autorisés à proposer des plats à emporter ou à livrer, et ce jusqu'à 22 h. Et on compte sur vous pour les soutenir en faisant appel à leurs services. Ça sera très apprécié, je pense. Les hôtels et lieux d'hébergement peuvent rester ouverts. Il peut y avoir par unité d'habitation, comme à la maison, le ménage et 4 personnes supplémentaires en respectant les distances. Les services de restauration de ces hôtels peuvent également rester ouverts, mais uniquement pour servir les clients qui logent sur place. Concernant l'alcool, il peut être vendu après 20 h. Et cela vaut aussi évidemment pour les magasins qui sont ouverts au-delà de 20 h. Et on pense par exemple aux night shops qui sont ouverts et qui peuvent ouvrir jusqu'à 22 h. Enfin, le confinement nocturne
prendra, lui, effet ce soir. Il est prévu entre minuit et 5 heures chaque jour de la semaine et pour les 4 semaines à venir. L'arrêté ministériel prévoit comme exception à ce confinement les déplacements liés à l'accès à des soins, évidemment, et puis les déplacements professionnels ou les déplacements domicile-lieu de travail. Ces mesures ne sont pas là pour nous contraindre inutilement. Ces mesures, elles sont là pour prendre soin de notre santé à tous. Et donc, quoi qu'il en soit, faisons preuve de bon sens et n'interprétons pas les mesures de manière créative. Avec ces mesures plus strictes et le bon comportement de chacun, nous réussirons ensemble à agir sur les courbes de contamination et d'hospitalisation. Je vous remercie. Et nous allons passer aux différentes questions que nous avons reçues de la presse. Pourriez-vous rappeler quels sont les groupes à risque? Alors, les groupes à risque de complications, puisque c'est ça qui est important, la complication majeure étant bien sûr le séjour en soins intensifs et la complication extrême, le décès, correspondent à des tranches d'âge. On sait qu'à partir de 65 ans, et plus on monte en âge, plus le Covid va frapper en sévérité. Et donc le premier groupe à risque sont toutes les personnes de plus de 65 ans, et je dirais que par tranche de 10 ans, ceci augmente encore nettement, plus de 75, plus de 85 ans. Globalement, le deuxième type de groupe à risque correspond aux personnes qui ont un certain nombre de pathologies dans lesquelles on sait que, dans toutes les études, en Belgique comme en international, dominent l'obésité et le diabète au point de vue métabolique, l'hypertension et les pathologies cardiovasculaires au point de vue cardiovasculaire, mais aussi toutes les pathologies chroniques d'organes, l'insuffisance respiratoire chronique comme la bronchite chronique, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. S'y ajoutent les personnes présentant un cancer récemment diagnostiqué ou traité. On ne parle pas d'ici d'un cancer guéri il y a de nombreuses années. Et avec ceci, on a globalement la majorité des personnes qui sont à risque significatif. Kan u nog eens herhalen wat de risicogroepen zijn? Wel, de risicogroepen voor het doormaken van een ernstige infectie met het coronavirus, risico om uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen te worden, op intensieve zorgen terecht te komen of te overlijden omwille van de infectie, neemt toe in de eerste plaats met de ouderdom. 65-plussers lopen meer risico, maar hoe ouder men is, hoe groter het risico op een ernstige verloop en eventueel ook zelfs fatale afloop van de virusinfectie. Daarnaast zijn er ook heel wat onderliggende aandoeningen die de infectie kunnen verergeren. We denken, dat zijn aandoeningen van de organen of van de bloedvaten. Denk aan diabetes, maar denk ook aan een chronische hartaandoening of aandoeningen van de bloedvaten, chronische longproblemen, chronische problemen met de nieren, ook hersenaandoeningen. We denken ook aan mensen die een recente, nog een actieve behandeling voor kanker ondergaan. En ook mensen met zware of een grote mate van zwaarlijvigheid lopen een verhoogd risico op ademhalingsproblemen. Is het virus meer besmettelijk dan vroeger? Nee, het virus is nog altijd hetzelfde gebleven. Het virus dat nu circuleert lijkt nog altijd zeer sterk op het virus dat gecirculeerd heeft in maart, april. Qua besmettelijkheid is dit heel vergelijkbaar. We moeten er wel op wijzen dat de context veranderd is. We zitten nu in het najaar. Het is koud, het is vochtig weer. En mensen leven veel meer binnen. Binnen kan het virus makkelijker verspreiden dan buiten. Dat weten we al langer. Veel van onze contacten spelen zich binnen af en dan is het makkelijker om elkaar te besmetten. Dat is iets dat we ook zien met heel wat andere ademhalingsvirussen die typisch opduiken in het najaar of in de winter. En dat kan voor een deel ook verklaren waarom we nu zo'n felle stijging van het aantal besmettingen zien. Maar dat heeft niet direct te maken met de eigenschappen van het virus zelf, eerder met het weer en de context. Le virus est-il plus contagieux qu'auparavant?
Non, je pense qu'il faut clairement dire que nous n'avons aucune preuve que le virus qui est actuellement présent chez nous est différent du virus qui a fait la première vague en mars-avril en Europe. Le contexte est un peu différent parce qu'en mars-avril, nous étions au printemps, mais nous allions vers l'été, et nous sommes à l'automne, et nous allons vers l'hiver. Ce qui signifie, sous nos latitudes, que l'on vit plus à l'intérieur, qu'on vit plus de manière relativement confinée, et c'est un virus qui aime tout ce qui est confiné, tout ce qui est peu aéré, tout ce qui est restreint en espace, comme d'ailleurs quasi tous les virus respiratoires. C'est probablement une partie des raisons pour lesquelles l'extension de l'infection a lieu actuellement aussi. Si un étudiant qui vit en Côte est testé positif dans sa ville étudiante, est-il ajouté aux statistiques de la ville étudiante ou à celles de la commune où il est domicilié? Et dans le deuxième cas, avons-nous une image claire de la situation dans les villes étudiantes? Alors, dans notre pays, les résultats vont au niveau de la commune où il est domicilié. Donc, quelqu'un qui étudie à Bruxelles ou dans le Brabant wallon ou dans le Brabant flamand et qui habite dans une autre province, c'est à la commune de l'autre province où il est encore domicilié chez ses parents, par exemple, que le résultat va arriver. Au niveau des structures universitaires, elles essayent toutes de collationner au mieux les données tant des étudiants que du corps professoral qui se trouve dans l'enseignement. Par contre, il n'y a pas d'obligation pour l'un comme pour l'autre de transmettre leurs résultats à leur structure. Et donc les universités ont une vue partielle, mais qui n'est pas complète, des données des gens infectés au niveau de leur fonctionnement. Als een student die op kot zit positief test in zijn of haar studentenstad, wordt hij dan bij de statistieken van de studentenstad geteld of bij die van de gemeente waar hij of zij gedomicilieerd is? En als het dat tweede is, hebben we dan wel een duidelijk zicht van de situatie in de studentensteden? Ja, dat is een goede vraag. Het klopt inderdaad dat besmettingen in principe gerapporteerd worden op basis van de thuisdomicilie. Dus voor veel studenten betekent dat de besmetting zal gerapporteerd worden binnen de gemeente waar de ouders wonen, als daar ook de domicilie nog steeds gevestigd is. Dat neemt niet weg dat heel wat universiteiten ook zelf statistieken bijhouden van het aantal besmettingen bij hun studenten. Die cijfers zijn waarschijnlijk niet compleet, omdat studenten in principe ook niet verplicht zijn om te melden aan hun universiteit dat ze een besmetting hebben opgelopen op de campus of binnen de universiteitsstad. Er wordt gezegd dat het dragen van een masker helpt bij het ontwikkelen van minder ernstige vormen van de ziekte. Kan u dat bevestigen? Daar is geen bewijs voor. Dat zijn speculaties die rondgaan op het internet, die ook geopperd worden door bepaalde wetenschappers, maar daar is geen goed wetenschappelijk bewijs voor. We weten dat een masker kan verhinderen dat we besmet worden. Dus dat de dosis waaraan we blootgesteld worden onvoldoende hoog is, zodanig dat het virus niet kan aanslaan. Het krijgt geen griep en we hebben geen infectie en ook geen immuniteit. Het is een zeer grote vraag of dat, wanneer het virus wel kan aanslaan, de dosis van het virus ook een effect heeft op de ernst van de ziekte. Een beetje virus, mildere ziekte, veel virus, ernstiger ziekte. Dat is helemaal niet zeker, helemaal niet bewezen. Er zijn theorieën die zeggen dat je door een masker ook wel kan besmet worden met het virus, maar dat de dosis altijd lager zal zijn en dat je daardoor een mildere vorm van de infectie krijgt. Wel, dat is niet bewezen. Er is nog heel veel debat over in de wetenschappelijke wereld of dat al dan niet kan. L'information circule selon laquelle le port du masque permet de développer des formes moins sévères de la maladie. Vous confirmez cela? Alors, il n'y a aucune preuve de cela et ça reste totalement spéculatif. Ce que nous savons, c'est que pour être infecté par un virus, dans quasi toutes les infections virales, il y a une certaine quantité de virus qui est nécessaire et qui change d'ailleurs d'infection à infection. Le port du masque, en diminuant
plus ou moins drastiquement la quantité de virus qui pourrait nous parvenir, va donc nous protéger du développement de l'infection lorsqu'il diminue suffisamment cette quantité de virus. Par contre, la notion qu'avoir moins de virus qui arrivent dans nos voies respiratoires va donner des infections moins sévères que s'il y a beaucoup de virus reste quelque chose qui n'a encore aucune preuve, aucune démonstration. Et donc, dans l'absence de démonstration, je pense que ce qu'il faut dire pour l'instant, c'est qu'il est peu probable, en tout cas, rien de démontré concernant ce type d'allégation. Quelle est la probabilité d'avoir un vaccin dans les prochains mois, selon vous? Un été presque normal en 2021 est-il réaliste? Alors, comme on en a déjà parlé, la Belgique, comme les pays européens, prévoit, sur base des données scientifiques disponibles pour les vaccins en développement, d'entamer une vaccination à partir du début du printemps et de développer cette vaccination sur le printemps. Cela nous signifie donc que dans l'état actuel des choses, et si l'évolution du développement des vaccins ne change pas, que nous aurions, d'une part, par la vaccination qui va se développer sur le printemps, et d'autre part, par des conditions météorologiques, on vient déjà d'en parler pour une autre question, qui se révéleront plus favorables à nous qu'au virus à ce moment-là, on devrait avoir un impact qu'on espère être significatif quant au risque pour les personnes qui sont les plus fragiles de développer la maladie, qui devrait être nettement diminuée, et donc quant à la possibilité de retrouver sous de nombreux aspects, peut-être pas sous tous, mais sous de nombreux aspects, une vie plus proche de celle qu'on a connue avant le Covid. Hoe waarschijnlijk is het dat we in de komende maanden een vaccin gaan hebben? Is een bijna normale zomer volgend jaar realistisch? Wel, momenteel lopen er verschillende grote studies, fase 3-studies, met verschillende vaccinkandidaten. We verwachten de komende maanden de eerste resultaten daarvan binnen te krijgen. Het is zo dat in België er voorzien wordt dat de eerste, als alles goed gaat, de vaccins blijken te werken en ze zijn veilig, dan wordt momenteel in België voorzien dat de eerste vaccinatiecampagnes zullen kunnen starten in het vroege voorjaar, ergens tussen maart en juni. In eerste instantie zullen de mensen met het hoogste risico gevaccineerd worden en mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector. Op dat moment zitten we in het voorjaar, dan is de zomer ook in aantocht. Dus dat gaat ook de zaak vergemakkelijken voor ons. We weten dat we meer buiten gaan leven. De druk van het virus zal dus een heel pak verminderen in die periode. Enerzijds doordat we kunnen beginnen vaccineren, ook door de komst van de zomer. Het zal waarschijnlijk een overgangsperiode worden. Dus het vaccin gaat niet plots alles goed maken. We gaan niet plots alle maatregelen kunnen laten vallen. Er zal een bepaalde transitie nodig zijn, maar het zal wel makkelijker worden, dat is duidelijk. Alles wijst erop dat de komende winter de moeilijkste periode zal zijn en daar gaan we moeten doorbijten. Nadien kan het alleen maar beter worden. Merci pour votre attention. Merci aussi pour ce que vous faites pour vous et pour les autres. Restons mobilisés. La prochaine conférence de presse, ce sera mercredi à 11h. Bonne semaine.